L'idée de cette table ronde, c'est vraiment parler du sujet de la formation dans la reconversion, parce que c'est vrai que c'est un sujet qui revient très régulièrement. On va essayer d'évoquer un peu tous les aspects. Déjà, est-ce qu'il est nécessaire de se former lorsqu'on est en reconversion, les modalités pratiques de la reconversion. Donc, on va reprendre tous ces sujets avec différents intervenants. Alors, on a Dorothée qui est présente aujourd'hui, qui représente le campus de la transition. Emmanuelle Lallet qui intervient en tant que recruteuse puisqu'elle a fondé son cabinet de recrutement. Alors, je vais bien sûr leur laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Mais du coup, juste pour vous donner un peu l'idée, aujourd'hui, c'est vraiment voilà, comment on peut réussir sa transition. Alors déjà, qu'est-ce qu'on appelle transition? Ça, c'est important de le savoir. Est-ce que c'est une transition vers le côté social, l'économie sociale et solidaire? On en a beaucoup parlé autour de ces deux choses. Est-ce qu'on va être dans la transition écologique? Voilà, c'est tous ces aspects-là qui sont assez nombreux. Et dans la reconversion, est-ce qu'il est nécessaire finalement de changer d'entreprise ou est-ce qu'on peut faire des reconversions juste en évoluant, en changeant de métier? Est-ce que la reconversion, ça inclut aussi peut-être tout simplement le fait de se dire qu'aujourd'hui on est directeur financier dans une boîte de finance et qu'on souhaite se diriger vers une boîte plutôt dans la finance durable? Est-ce qu'on travaille en tant que DRH dans une société de distribution et on a envie de donner du sens à sa vie en devenant DRH dans une société qui va intervenir sur tout ce qui est enjeu économique, social et solidaire. Donc, c'est tous ces sujets-là qu'on va aborder. Il n'y a pas une transition, il n'y a pas une reconversion, il y a plusieurs possibilités. Et nous, on va l'attaquer justement sous l'angle de la reconversion et de la formation. Donc, ce que je vous propose, c'est déjà de donner la main à nos intervenants pour qu'ils puissent se présenter, nous expliquer aussi ce qu'ils font, les structures qu'ils représentent. Et je propose à Dorothée de commencer. Priorité à l'âge. Voilà. Je m'appelle Dorothée, je suis trésorière du campus de la transition et comme mes cheveux, vous ne les voyez pas assez, mais j'ai 65 ans. J'ai donc ma reconversion date d'un certain nombre d'années, mais aujourd'hui je témoignerai plutôt comme au nom du campus de la transition, mais je voudrais juste dire que Nobody's Perfect, je sors juste d'ESSEC et pas de l'ESSEC, mais le campus de la transition a été fondé par une ESSEC et Cécile Renoir est encore prof à l'ESSEC et associée au CODEV au sein d'Irénée. Voilà notre et sinon, sur cette conversion, je répondais tout de suite à Guillaume, oui, chez nous, elle est écologique, économique et sociale en même temps. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Dorothée. Je vais laisser la main à Emmanuelle pour nous parler de son parcours et puis aujourd'hui de cette structure qu'elle vient de monter. Bonjour à tous. Moi, j'ai transition il y a 2 ans, puisque pendant une dizaine d'années, j'ai recruté pour les métiers financiers, bancaires, assurances. Et puis, il y a 2 ans, j'ai créé d'abord dans mon précédent cabinet une activité dédiée à l'impact. Et puis jusqu'à ce que je fonde mon cabinet cet été, donc qui s'appelle Talent et Impact. Moi, grosso modo, je recrute soit sur des métiers à impact type RSE, développement durable. J'accompagne également des organisations déjà engagées, comme les associations, les entrepreneurs, les ONG, ou des organisations qui souhaitent s'engager. Donc, je les aide notamment à recruter sur ces nouveaux métiers. Et donc, je rejoins Dorothée. Moi aussi, je pense qu'en fait, la transition, elle est globale et donc, elle concerne l'ensemble des aspects sociaux, sociétaux et environnementaux. Ouais. Bon, écoutez, je crois qu'on est tous d'accord sur ce point, donc c'est déjà une très bonne chose. Premier consensus sur cette table ronde. Alors, je vais vous parler de notre troisième invitée qui n'est pas encore présente, mais qui ne devrait pas tarder à arriver. On souhaitait aussi avoir justement le témoignage d'une personne qui a vécu cette transition, même si finalement on l'a un peu tous vécu autour de cette table ronde aussi, mais qui l'a vraiment vécu dans son parcours professionnel. Donc Caroline est une personne qui était auparavant dans le marketing du luxe et qui nous rejoint. La transition est parfaite, très bien. J'étais justement en train de parler de vous, Caroline. Donc, ce que je vous propose, c'est que ça soit vous-même qui vous introduisiez, tout simplement. Ça sera encore le mieux, finalement. Avec plaisir. Comme vous l'avez expliqué, j'ai passé pas mal d'années dans le marketing du luxe. Et à un certain point, je me suis posé la question du métier de la transition. Et j'aurai l'occasion, pendant cette table ronde, de vous parler de quelles étapes ont permis d'arriver à ce nouveau métier de directeur développement durable.
Parfait. Merci beaucoup, Caroline. Bah, je vous propose qu'on attaque vraiment dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, la première question qu'on peut se poser, finalement, c'est à quel moment on se pose la question de cette reconversion. Qu'est-ce que ça amène comme réflexion? Je pense que la mieux placée pour en parler dans un premier temps, c'est justement Caroline. Donc, je vous laisse peut-être la main sur déjà cette réflexion. Alors pour moi, il y a vraiment un triptyque quand on réfléchit à une transition. Il y a la société dans laquelle on travaille, il y a le pays dans lequel on travaille et le métier qu'on exerce. Et pour moi, ce triptyque il est vraiment fondamental parce qu'on ne peut pas envisager de les changer tous en même temps. Et donc, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va rester dans la même société pour faire cette transition ou est-ce qu'on souhaite changer de société, changer de pays, etc. Et donc, je pense que ces premières questions vont complètement orienter la question d'une formation complémentaire ou pas. Est-ce que vous voulez rebondir justement, Dorothée ou Emmanuel, par rapport à ça? Alors, Caroline l'a dit de manière implicite, tout d'un coup, il y a une prise de conscience. Il y a une espèce de rupture où on se dit « je ne veux plus continuer comme avant ». Et du coup, ça vaut la peine effectivement de se poser la question « pourquoi et sur quel plan ?» Et ce n'est pas forcément en partant au LADAC que c'est la bonne solution, c'est se remettre effectivement dans la situation avec toutes ses forces à soi, et puis prendre conscience des limites qui sont celles auxquelles qu'on peut contribuer à relever. Et là, peut-être dans cette compréhension que l'enjeu de formation me semble assez important. Mais je pense que sans ce point de transition, conscience d'un mouvement nécessaire, une nécessité de bouger, et ensuite une réflexion personnelle avec la compréhension du monde qui nous entoure. Je voudrais ajouter un point, Guillaume, si vous me le permettez, c'est que je pense que tous ces métiers de la transition, ils sont plutôt nouveaux. Et que comme ce sont des nouveaux métiers, souvent ce sont des créations de postes. Et on peut être plus ou moins à l'aise dans la démarche de la feuille blanche. Donc, je pense que ça fait partie des questions qu'il faut se poser. Ouais. Emmanuel, un avis peut-être? Et j'ajouterais, avec ce qui a été dit, moi j'aime de parcours d'engagement, à savoir qu'on a chacun son chemin. Et j'aime bien parler des petits pas, grand écart. Donc, en effet, quand on a envie de changer quelque chose, il ne faut pas forcément tout changer. Et aimer faire ce sur quoi on se sent bon et sur quoi on prend du plaisir. Et à partir de là, pouvoir construire son propre chemin. Donc, c'est avant tout un travail de connaissance de soi qui nous permet ensuite de nous diriger vers les bonnes personnes, la bonne organisation et le bon métier. Du coup, finalement, à quel... Il y a quelques jours, on avait un témoignage de quelqu'un de très intéressant qui avait fait cette transition et qui était chez un fabricant automobile pas nickel. Et finalement, elle a beaucoup réfléchi, elle s'est dit, mais vu ma forme d'esprit, vu mes enjeux, etc., j'ai besoin d'être dans une grande entreprise parce que j'ai besoin d'avoir de l'ampleur, j'ai besoin de changer de poste dans la durée, etc. Et du coup, elle a ramolli le beurre, comme je dis, au sein de cette grande entreprise. Et c'est en train de prendre. Donc, il faut ouvrir tous les cadres, quoi. Et du coup, Caroline, à quel moment finalement la question de la formation se pose dans la réflexion liée à la reconversion? Moi, je dis qu'elle vient tout de suite, cette question de formation, parce que on sait que la frontière entre le personnel et le professionnel dans les métiers de la transition est peut-être mince, voire un vrai lien entre le personnel et le professionnel qui vont s'aligner. Et je pense que dans tout métier, une formation est légitime. Elle pourra prendre différentes formes. Parce que sur quoi je voudrais insister, c'est qu'en fait, on peut avoir, parce que ce sont des métiers nouveaux, une vision monolithique. Mais en fait, il y a plein de métiers différents, finalement, de la transition. Et donc, les formations peuvent être extrêmement variées. Et alors justement, la question qui nous intéresse le plus et qui est vraiment le cœur du sujet de cette table ronde, c'est selon vous, est-ce que aujourd'hui, il est nécessaire de se former pour pouvoir aller dans la transition, ou alors par quel biais est-ce que selon aussi la transition qu'on peut faire, voilà, est-ce qu'il est nécessaire de se former, est-ce que c'est plutôt dans le monde des grandes entreprises, est-ce que c'est plutôt dans les startups, ça, on va peut-être demander le côté recruteur aussi dans un premier temps à Emmanuel pour savoir ce qu'elle en pense.
Alors, pour moi, il n'y a pas une réponse à cette question, il y a plein de réponses et en fait, tout dépend de où est-ce qu'on part. Ce qui est certain, c'est que en fait, il y a souvent, et qu'est-ce qu'on entend par formation aussi? Est-ce que c'est forcément une formation académique? Ça peut être une formation terrain en allant, en faisant du bénévolat. Et en fait, je pense qu'avant de choisir aussi sa formation, ça peut être intéressant de rencontrer des personnes ou des organisations susceptibles de nous intéresser pour affiner son choix. On a souvent tendance à avoir des croyances ou des a priori et se dire qu'on serait plus heureux ou plus épanoui en faisant telle ou telle chose. Et du coup, je pense que la première chose à faire, c'est tout d'abord de rencontrer, de se renseigner pour affiner son choix et à partir de là, identifier le meilleur moyen d'y arriver, aller vers des formations académiques, aller vers des formations plus professionnelles, courtes, longues et ça dépend aussi du type de changement qu'on souhaite opérer. Si c'est changer d'environnement professionnel, on n'a pas forcément besoin de passer par une formation. S'il s'agit de changer de métier, on a probablement besoin de passer par une formation. Et je voudrais vraiment rebondir sur ce que vous avez dit, Emmanuel, parce que moi, je me souviens du parcours que j'ai fait. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, pour réfléchir à un nouveau métier où je voudrais aller, etc., j'ai travaillé sur le réseau. Et à l'époque, je m'étais dit, bah, une fois par semaine, je trouve une personne inspirante avec laquelle déjeuner. Et puis, je lui demande de me donner un autre nom avec qui je pourrais déjeuner la semaine suivante. Donc, je pense que cette idée de recueillir plein de témoignages et développer son réseau, c'est vraiment un bon moyen de réfléchir et de mieux comprendre ses attentes. Et un autre point que je voudrais ajouter, c'est que dans les différentes personnes aspirantes que j'ai rencontrées, je suis allée aussi à la rencontre de cabinets de recrutement pour mieux comprendre effectivement quelles sont les clés, quelles sont les attentes des cabinets de recrutement. Et à l'époque, effectivement, j'avais eu un retour d'un cabinet de recrutement qui m'avait marqué de parler en fait de double compétence, c'est-à-dire de ne pas se dire parce que je quitte mon métier actuel, je vais laisser mes valises sur le palier, mais justement de se dire que mon métier actuel, il aura toujours il fera toujours appel à des talents qui me seront utiles dans le futur. Donc, de se dire aussi dans son CV, dans sa présentation, dans la nouvelle offre, le nouveau moi que je vais apporter, il y aura le métier actuel et ce qu'il pourra apporter. Et par exemple, moi, je me rappelle encore quand j'ai voulu travailler dans le développement durable et que je suis allée voir le département développement durable de l'époque. Et moi, je venais du marketing et ils ne voyaient pas du tout le lien entre marketing et développement durable. Et finalement, aujourd'hui, je suis vraiment contente d'avoir gardé aussi cette casquette marketing parce que marketing, c'est vendre et développement durable, c'est aussi vendre des projets du changement. Donc, je pense que voilà, il ne faut pas se dire que c'est parce que j'ai une transition que je laisse tout sur le palier. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, tout ça, c'est ce qui fait ma richesse et il faut le garder. Oui, je témoignerai quand j'ai créé la direction développement durable il y a maintenant 20 ans d'une grosse boîte d'assurance vie et que j'ai fondé. Je ne me suis pas posé la question de la formation. C'était complètement embryonnaire et on est parti de quelque chose de très spontané et très intuitif. Ce n'est pas le cas aujourd'hui sur ces éléments-là. Mais ce qui me semble le plus important dans ce que vous évoquez sur la reconversion, dans le mot reconversion, il y a une certaine radicalité. Donc, ça, on est déjà face à ce mouvement quand même assez important. Et puis, on n'est pas forcément sur des métiers, on est sur une approche. Et les métiers, on peut rester ingénieur chimiste reconverti. On peut rester banquier reconverti. Et du coup, nous, ce qu'on a pu constater au campus de la transition, au départ sur des formations étudiants et maintenant qu'on développe la formation pour les professionnels, c'est l'idée de former pas seulement à des connaissances, pas du tout à un métier, mais former un socle de connaissances et compétences. Et ces connaissances, elles sont utiles parce que c'est important de savoir pour les vraies limites de la planète, parce que sinon on ne se les pose pas de la même manière. Et vous, Emmanuel, qui parlez d'impact, c'est une manière quand même d'envisager l'impact de son métier. C'est une manière de voir aussi les impacts sociaux. Donc il y a beaucoup de connaissances effectivement peut-être à apprendre.
mais aussi une compétence et avec la capacité à développer une intelligence systémique et vraiment interdisciplinaire. Et c'est là qu'on a du coup une formation qui peut être complète et qui change vraiment l'approche du travail et le sens du travail pour soi, et du coup qu'on trouve celui qui vous correspond. Alors, moi, j'aimerais bien poser une question à Emmanuel. J'en profite. On est là pour ça. Parce qu'en fait, moi, le ressenti que j'ai quand même, c'est que dans le choix si on souhaite effectivement une formation académique pour comprendre les enjeux du développement durable, et encore une fois, il n'y a pas une solution qui marche pour tout, c'est plutôt s'ouvrir aux différents enjeux. Moi, j'ai l'impression quand même que les recruteurs et les entreprises sont plus à l'aise avec des écoles qui sont déjà reconnues, qui vont ensuite avoir cette nouvelle formation sur le développement durable. C'est-à-dire que j'ai l'impression quand même que les grandes écoles reconnues font quand même toujours autorité maintenant qu'elles se sont lancées dans des formations développement durable. En fait, ce qui est certain, c'est que quand on voit un nom de grande école sur un CV, ça attire le regard. Donc oui, c'est un fait et je pense que là-dessus, ça n'a pas changé. En revanche, je pense que souvent, notamment quand on recrute sur les métiers du développement durable ou de la RSE, soit on fait évoluer quelqu'un en interne et c'est un outil de promotion sociale, soit on va recruter en externe et on va aller chercher de la compétence. Ce qui n'est pas toujours évident quand on fait une formation, c'est que finalement, même si on a appris tout un tas de sujets, on n'a pas forcément mis en pratique ses connaissances et c'est aussi ce qui peut manquer. Et il y a un autre élément qui est important, c'est que quand on est en reconversion, que parfois on a travaillé pendant 10 ou 15 ans, on vient en effet avec tout un socle de compétences et d'expérience et on n'a pas forcément envie de repartir à zéro et l'organisation qui recrute n'a pas forcément envie de recruter quelqu'un qui a 15 ou 20 années d'expérience, qui a une certaine maturité professionnelle et qui du coup aura pas forcément un positionnement de junior. Donc, pour répondre de manière un peu plus directe à cette question, oui, les formations en développement durable des grandes écoles, elles ont potentiellement une meilleure notoriété, mais selon moi, ce qui va vraiment compter, c'est l'expérience qu'il y a derrière et c'est la capacité que va avoir une personne de convaincre sur le fait qu'elle est déjà compétente. Et je pense aussi, pour rebondir sur ce que disait Dorothée, que en fait, moi, je fais partie d'un groupe de travail sur les métiers de la transition, parce que là, on parle de RSE, de développement durable, qui sont des métiers qui existent déjà, mais il y a aussi tout un tas de métiers qui n'existent pas encore. Et en fait, on parle beaucoup plus de soft skills pour ces nouveaux métiers. Et en fait, il y a beaucoup de personnes qui vont devoir être formées à ces compétences douces qui sont pour le coup pas des connaissances mais plutôt une manière d'agir, de se comporter, notamment en équipe. Et donc là, on sera selon moi moins sur des formations académiques que sur des formations plus expérientielles. Est-ce qu'on ne peut pas se demander finalement, est-ce qu'il n'y a pas deux modèles, le modèle qui reste un peu celui des grandes entreprises, où finalement le côté académique reste quand même très fort et très présent, et un modèle sur les startups où les soft skills deviennent finalement quand même un aspect vraiment prioritaire et quasiment plus important que celui de la formation? Je demande à Emmanuel, vu que c'est plus l'expert sur le recrutement. Alors, peut-être que j'ai un travers qui est que moi, j'aime pas faire de généralité, même si il y en a, j'ai quand même la sensation que ces dernières années, on essaye de moins en moins de faire rentrer les gens dans des cases, et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Personne n'est capable de rentrer dans une case. Il y a un changement sémantique à faire. On continue à recruter des personnes parce qu'elles sont compétentes. On évolue parce qu'on est compétent. On est reconnu parce qu'on est compétent. Mais en fait, c'est pas parce qu'on est compétent dans ce qu'on fait. Alors que finalement, si on réfléchit plutôt à ce qui fait qu'on est dans sa zone de talent, ce qui fait qu'on est dans son flow, qu'on n'a pas, qu'on est à son plein potentiel, c'est là qu'on va trouver du plaisir. Et je pense que
progressivement, même les grosses entreprises sont en train de faire bouger leur manière de voir les choses. Il y a 10 ans, le sujet, c'était la digitalisation. Et à cette époque-là, les grandes entreprises, elles se sont dotées d'incubateurs parce que finalement, il leur manquait des compétences en interne. Aujourd'hui, le sujet, c'est la transition. Il y a tout un tas d'organisations qui ne savent pas trop comment y aller. Et peut-être qu'on va voir apparaître, là encore, une nouvelle manière de faire en allant chercher des personnes qui auront d'autres talents que ceux qu'on retrouve classiquement dans les organisations. Donc, je pense que l'enjeu d'aujourd'hui, il est de créer des passerelles entre les différents mondes, le monde de l'économie sociale et solidaire, les startups, les grands groupes, et qu'il y ait une forme de… Enfin, que les compétences et les hommes circulent. Emmanuel, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire pour vous dire que pour moi, dans les grands groupes aussi, les soft skills, ils sont attendus. Les métiers de la transition, c'est une culture du changement, hein. Donc, je pense qu'ils sont vraiment indispensables. Et d'ailleurs, je vais en profiter pour faire une petite page de publicité. Il y a une amie qui a créé un podcast qui s'appelle Canary Call, hein, et qui a cherché à identifier si les acteurs de la transition avaient des soft skills en commun. Et si vous avez l'occasion d'écouter certains des podcasts, vous verrez que en fait c'est quelque chose qui est récurrent. Donc c'est pas moi qui le dis, mais à travers cette étude avec des podcasts, on voit que les soft skills sont vraiment importants dans ces métiers. Ouais. Pas seulement dans les startups. Est-ce que il y a une question? Alors Caroline. Allez-y, Emmanuel. Peut-être que je n'ai pas été claire, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, hein, Caroline. En effet, les soft skills, elles sont nécessaires et indispensables partout, et de plus en plus importantes partout. Donc oui, je suis bien d'accord. Ouais. Dorothée? Vous parliez effectivement de la conduite du changement et de la capacité de ces soft skills. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de particulier vu l'importance de la crise que nous traversons? C'est aussi l'imaginaire. Et c'est finalement réouvrir des imaginaires possibles. Et que du coup, c'est pas seulement dans la transformation et du coup dans la formation, il faut se déformater pour pouvoir réimaginer quelque chose. Et que ce soit dans une petite, une grande entreprise ou en indépendant, et vous l'avez prouvé vous-même en créant vos structures, hein, c'est probablement important de se remettre pas du tout dans un cadre en se disant je change de sillon, mais je réimagine des sillons possibles et je vois comment je peux m'y inscrire. Là, je crois que la période, elle invite… Pardon. Non, vas-y Emmanuel. Je voulais dire que la période, en effet, elle invite au changement de paradigme. Et quand on parle de transition, finalement, on parle de transition sociale, sociétale ou environnementale. Mais c'est l'ensemble des organes de la société qui sont au fond bouleversement. Et parfois, de changer l'organisation, ça permet aussi de repartir avec des référentiels nouveaux. Et selon moi, c'est souvent et avant tout un travail qui permet en effet de s'ouvrir, de s'éveiller à tout un tas de sujets pour regarder les choses différemment. Alors, sur soi, nous, on insiste beaucoup sur le sur soi, mais aussi l'insertion du soi dans le collectif et en plus dans le culturel. Parce que finalement, si vous faites que soi, ça ne marche pas. Si vous faites que le collectif, ça marche pas. Et de toute façon, il y a un cadre culturel qu'il faut aussi que vous réenvisagiez. Donc, il y a quand même probablement 3 dimensions. J'ai une question qui me vient à l'esprit que je vais destiner à Caroline. C'est aujourd'hui, est-ce que les formations, finalement, on les fait pour plaire au RH ou est-ce qu'on les fait pour soi aussi? Bon, j'ai là une réponse qui est un peu toute faite, mais je veux votre avis par rapport à ça. Je crois qu'effectivement, quand on décide de changer de métier vers des métiers de la transition, c'est d'abord pour soi. Je parlais d'alignement tout à l'heure. Donc, j'espère que d'abord, on le fait pour soi. Et ensuite, effectivement, ça va être pour pouvoir construire sa légitimité et construire aussi ses fondations sur ce futur métier. Mais d'abord, je pense que c'est pour soi. J'espère. Ouais, en espérant en effet que ça ne soit pas que pour plaire aux ressources humaines, sinon ça serait un peu dommage. Oui, ça serait triste. En termes de modalités, justement, c'est important d'en discuter. Aujourd'hui, je pense que Caroline est un bon exemple et Dorothée va pouvoir aussi beaucoup nous parler de ce sujet. Quelles sont les possibilités justement de formation
qu'on peut faire, que ça soit sur le métier, que ça soit finalement sur la transition. Il n'y a pas qu'une formation, justement. Donc, essayons d'évoquer un peu tous ces aspects différents des formations. Peut-être laisser la main à l'experte dans un premier temps, Dorothée, sur la partie formation. Non, moi, je suis frappée par pas le volontarisme, c'est pas le mot, mais par le côté clair de la démarche de Caroline. C'est impressionnant. Vous voyez, donc vous saviez que vous vouliez aller vers la transition, vous saviez que vous vouliez aller vers le développement durable, de rencontres et de rencontres progressives et de rencontres éclairantes, en plus, avec de la lumière dans le bon sens, hein, l'une éclairait l'autre. Donc ça, c'est assez extraordinaire. Et du coup, les éléments de formation que vous avez pu acquérir s'inséraient dans ce parcours que vous aviez déjà défini, je pense. Alors, on rencontre des gens qui ont cette clarté. Et à ce moment-là, ils trouvent effectivement un certain nombre de formations qui peuvent exister, qui viennent compléter ce dont ils ont besoin. Moi, ce que j'ai vu dans les formations que nous organisons au campus de la transition, c'est des questions qui se posent peut-être plus en amont. Des gens qui se disent « je suis à un point de questionnement et je ne sais pas encore comment envisager mon repositionnement ». Et du coup, ces formations, c'est des formations un peu spécifiques et qui sont plus sur des métiers. Et là, pour répondre à Guillaume de manière très claire, comme en formation, on a aussi des enjeux pour financer sa formation, hein, il n'est pas évident pour des enjeux de formation à la transition, sauf si Emmanuel en a trouvé, de se faire financer par le CPF ou par sa branche professionnelle, parce qu'il y a peu de métiers identifiés comme donnant droit, des métiers de la transition, donnant droit au CPF pour des cadres comme ceux qui doivent nous écouter ce soir. Sauf si vous êtes créateur d'entreprise. Là, vous avez droit au CPF et c'est génial. Et ce n'est pas le cas de tout le monde. Du coup, effectivement, dans toutes les formations qui peuvent exister, et le campus de la transition est un parmi d'autres, et il est spécifique parce qu'il allie cette exigence académique à cet enseignement et à une volonté d'expérimenter sur le terrain et de rencontrer des gens qui ont déjà fait leur transition à Forges, hein, dans le sud-est de la Seine-et-Marne. Mais sinon, vous avez des formations très variées et qui, à chaque fois, je crois, allient quand même, vu la radicalité des choses, témoignage et enseignement de contenu. Et du coup, nous, on rajoute l'expérimentation pour que ça soit, qu'il y ait vraiment une appropriation. Et du coup, pour tous ceux qui veulent se former, je leur dirais surtout de faire attention à trouver une pédagogie qui leur va. Et c'est ça qui me semble essentiel. Et nous, ce qu'on constate aussi, c'est qu'il y a un grand besoin de se retrouver pour échanger entre personnes en cours de transition. On vient de terminer un parcours en ligne, des gens qui venaient de Palo Alto, près de Lille, à Besançon, et entre 27 et 65 ans. Et ils ont passé des heures et des heures à se parler en dehors des sessions. Et c'était un des retours le plus impressionnants où ils qu'on leur apportait et de leur mouvement de transition. Donc il y a un besoin d'accompagnement qui est essentiel et qui va avec la formation, il me semble. Caroline, est-ce que vous pouvez parler justement, vous, de la formation que vous avez suivie ? Oui, volontiers. Je voudrais juste d'abord rebondir sur ce que vient de dire Dorothée pour dire qu'effectivement, je trouve que c'est important dans son choix de formation, au-delà des cabinets de recrutement aussi, se positionner. Moi, je me rappelle effectivement dans mon choix de formation, c'est que j'étais allée regarder aussi par rapport à différentes parties prenantes quelles étaient la perception de la formation que j'allais choisir. Et notamment, moi, je trouvais que dans le domaine qui m'intéressait, les ONG avaient leur mot à dire et j'étais allée me renseigner auprès d'ONG pour savoir ce qu'elles pensaient de cette formation. Et finalement, la formation que j'ai choisie est une formation que cette ONG plébiscitait et envoyait des membres chaque année. Donc voilà, peut-être qu'il faut aller au-delà du cabinet de recrutement, de l'entreprise, mais s'ouvrir peut-être à la société civile ou d'autres parties prenantes. Donc moi, j'ai fait une formation. Alors, je prends vraiment ma casquette de boomer. Hein. La formation, elle n'existe plus. Donc, j'ai fait ma formation au très, très honorable collège et hautes études environnementales et développement durable, autrement appelé le CHED,
qui était à l'époque une coalition entre l'ESCP, AgroParisTech et Centrale. Et c'est vraiment intéressant parce que c'était le regroupement de 3 écoles qui, je pense, ne travaillent pas souvent ensemble, mais qui avaient identifié un mouvement et des attentes de la part d'étudiants potentiels. Et c'était très, très riche, effectivement. Et dans la façon dont il formait chaque cohorte, en fait, chaque année, il faisait très attention d'avoir des parties prenantes. Donc, moi, j'ai fait mes cours avec des représentants de syndicats, avec des représentants d'ONG, avec des représentants de grandes entreprises. Et du coup, ça rendait nos débats très importants parce que finalement, la formation, c'était autant les intervenants que les échanges avec les autres étudiants. Et alors, depuis, donc je vous disais, ça n'existe plus parce que chaque école s'est dit que non, finalement, elles pouvaient développer leur formation en elles-mêmes. Elles n'avaient plus besoin de s'associer pour trouver des étudiants. Ouais. Je crois qu'en tout cas, il est assez clair que l'échange, c'est vraiment un point qui est très important dans un parcours de reconversion, que ça soit en amont justement sur la réflexion à mener, les pistes qu'on peut avoir, ou dans le parcours de reconversion lui-même, où finalement c'est aussi ça qui aide à avoir plus de vision, plus d'enseignement, de réflexion. Je crois que c'est assez clair au travers de vos 2 discours. Emmanuel, est-ce que tu vois d'autres parcours de formation que tu aurais pu voir auprès des candidats que tu peux rencontrer, qui peuvent être également probants pour les personnes qui nous écoutent? Oui, tout à fait. Et avant ça, je voulais simplement ajouter sur ce qui avait été dit que, en fait, le collectif, c'est aussi souvent quand on s'engage vers la transition, sa famille ou ses amis sont pas forcément dans cette voie-là et on est parfois très seul aussi sur ces thématiques-là. Et donc, c'est aussi ça qui est agréable, c'est de pouvoir partager avec d'autres ses sujets d'intérêt personnel, son parcours, ses doutes. Et de même que lorsque va démarrer la recherche d'emploi, je pense que de pouvoir aussi le partager et le faire en collectif, c'est à la fois soutenant, ça permet de mutualiser des démarches, partager des contacts. Donc, c'est aussi tout ça. Et s'agissant des parcours de formation, je pense que c'est différent de ce que vous avez fait, Caroline, mais en tout cas, on retrouve la diversité des parties prenantes. Il y a une formation qui est proposée par l'IFS, l'Institut des futurs souhaitables, oui. et qui, alors c'est moins académique. Enfin, je connais pas la formation que vous avez faite, mais c'est souvent moins académique que tout un tas d'autres formations, et c'est beaucoup de prospective. Et en tout cas, j'ai d'excellents retours. Il y a aussi un cursus de formation en Angleterre. Alors en ce moment, c'est difficile d'aller en Angleterre, mais on espère que ce sera bientôt possible, qui s'appelle le Schumacher College, et qui pour le coup propose… Oui, je sais que le campus de la transition s'en inspire. C'est une approche très holistique des sujets. Et ils ont des cycles courts, des cycles longs. Et puis, en plus de ces formations, il y a aussi des structures qui aident les personnes à identifier leurs talents, leur zone d'énergie, pour aussi mieux choisir la direction vers laquelle elles peuvent aller. Je pense à Ticket for Change, je pense à So Many Ways, qui font vraiment un excellent travail d'accompagnement en amont et complémentaire à des formations qui peuvent allier des moments d'inspiration, des moments de réseau et puis aussi de travail sur soi. Ouais. Alors, j'en rajouterais juste une, moi, de mon côté aussi, qu'on peut évoquer, c'est Unpurpose, qui travaille justement sur des formations avec des stages, 2 stages de 6 mois pour vraiment donner du sens. Voilà, c'est tout un tas de formations qui sont différentes. Je pense que c'est ce qu'on a évoqué, hein. C'est important dans un premier temps de bien savoir vers quoi on veut se diriger pour ensuite choisir les bonnes formations qui peuvent accompagner aussi. Un sujet pratico-pratique que Dorothée a déjà un peu évoqué, ça concerne justement le financement, parce que on sait qu'aujourd'hui se former, ça coûte de l'argent. Est-ce que justement vous avez des pistes que vous pouvez nous proposer? Je ne sais pas si Caroline du coup peut nous donner justement les pistes qu'elle a pu faire à elle par rapport au financement de sa formation, et voilà, qu'on évoque un peu toutes ces pistes-là.
Alors, j'ai une piste, à savoir aller voir le patron de mon entreprise avec des films de Greenpeace. Ce qui est une très bonne piste. Il a été mobilisé sur le fait de payer la formation. Ouais. Ouais, non, mais je pense que je partage complètement votre avis. C'est qu'avant de se tourner vers des financements externes, clairement, si vous êtes candidat à des formations, demandez en préalable à votre entreprise est-ce que ces formations peuvent les intéresser. Parce que concrètement, on sait que les entreprises ont des budgets qui sont quand même nettement plus importants que la personne lambda sur ces formations. Donc, n'hésitez pas à demander. Dorothée, peut-être d'autres pistes? Non, ça c'est la première. Ensuite, il y a quand même les organismes, les branches professionnelles qui ont aussi un budget de formation vers lequel on peut se tourner. Et puis, effectivement, sinon, c'est le droit le crédit formation personnelle, mais là qui est plus difficile à obtenir parce que la plupart des institutions de formation dont parlait Emmanuel ne sont pas CPFE. On est bien, et c'est une des questions effectivement que nous essayons de faire. Parce que comme on est des individus, bien souvent, qui ont envie justement de sortir d'une structure ou de se reposer à la question, ce n'est pas forcément évident pour eux d'avoir accès au financement de l'entreprise ou au financement de la branche professionnelle. Mais c'est encore et c'est une des vraies questions au-delà de la formation professionnelle à la transition. Non, Emmanuel, vous avez entendu quoi? C'est une question qu'on échange entre nous. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'un des leviers pour aller voir son entreprise et négocier ce type de formation, c'est de dire en fait, il y a un métier à inventer et donc en nous permettant de participer à ces formations, on peut vous aider sur ces sujets-là. Et quand on est à titre personnel, il faut savoir que certaines formations, alors il y a vraiment pléthore de propositions. Il y a les formations courtes avec des tarifs moindre. Quelque part, la crise Covid a aussi permis de développer tout un tas de formations en ligne qui sont moins chères. Alors, ce n'est pas exactement la même expérience, mais ça peut en tout cas répondre à certains besoins. Et puis, il y a certains organismes qui proposent aussi quand même des tarifs différents selon qu'on est chômeur, qu'on est dans une association, qu'on est dans une entreprise. Ça demande quand même un effort, mais en tout cas, il y a des formations vraiment intéressantes à des tarifs qui peuvent être abordables. Et des formations avec des tarifs très différents selon les organisations, en fait, et selon le standing. Ouais. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas évoquer toutes les formations ce soir, ça serait fastidieux, mais c'est vrai que n'oubliez pas aussi les formations en ligne, les MOOC qu'il peut y avoir. Voilà, c'est tout un tas de formations qui peuvent être proposées, qui pourront toujours vous apporter, vous aider dans la réflexion, dans la construction du projet, et qui peuvent toujours être aussi très intéressantes pour les entreprises. Donc, ça peut être des podcasts, ça peut être des MOOC. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses en ligne qui sont vraiment très probantes et qui peuvent beaucoup vous aider. Ce que je vous propose, c'est qu'on réponde un peu aux questions. Les formations diplômantes, il faut peut-être mentionner les formations diplômantes qui existent. Il y a un master développement durable qui est de grande qualité, qui peut se faire en alternance à Rennes. Et il y a l'Institut de la transition qui s'est monté l'année dernière et qui propose aussi des formules intéressantes, et là, avec un diplôme reconnu. Et je voudrais citer aussi Dauphine, qui était pionnière sur la formation du développement durable. Eh ben, parfait, on arrive à avoir plein de pistes de réflexion. Emmanuel? Avant les questions, j'aimerais juste conseiller la lecture d'un livre. C'est le livre de Bernard Daillon, Activez vos talents, ils peuvent changer le monde, parce que je pense que c'est un livre qui permet aussi beaucoup de un peu plus important pour soi, et donc ça coûte cher un livre, et il est écrit avec tout un tas de trucs et astuces, donc voilà. Je suis en cours de lecture, donc je ne peux que recommander. Moi aussi. Et le manuel de la grande transition, qui est moins connu, un peu plus dur à lire, mais qui vous apporte aussi des choses très, très 360 degrés. Ah bah parfait. Alors, du coup, les questions, on a de la chance, on a pas mal de questions, donc on va pouvoir intervenir. Alors, on a une question de Johan. Les recruteurs disent vouloir des profils atypiques, mais ils continuent d'embaucher sur la base de parcours classiques. Doit-on mettre en avant les points de notre parcours qui rassurent ou ceux qui font vraiment notre différence?
Alors, je pense que la mieux placée pour discuter dans un premier temps, c'est Emmanuel. Je trouve que c'est une question vraiment pas facile parce que en fait, dans mettre en avant les points, donc j'imagine que c'est sur le CV. Or, bon, il faut savoir qu'en moyenne, un recruteur passe moins de 30 secondes sur un CV. Donc, grosso modo, tout n'est pas lu. En fait, pour moi, il n'y a pas une réponse à cette question. Je pense qu'il y a des personnes qui seront très contentes d'avoir des parcours atypiques, d'autres qui vont plutôt chercher des parcours classiques. Donc, pour moi, selon moi, ce qui est super important, c'est d'être fidèle à soi-même et donc de mettre en avant ce qui est très représentatif de qui on est, parce que le plus important, c'est de pouvoir trouver un poste et une organisation qui vont nous permettre d'être nous-mêmes et de nous déployer dans notre plein potentiel. Voilà, je ne sais pas si la réponse va vraiment aider, mais je trouve que c'est vraiment difficile de répondre à cette question. Je pense aussi qu'il y a un aspect qui est important, c'est de regarder l'annonce à laquelle on postule. Tout simplement, elle donne déjà des codes aussi à la réponse de comment faire son CV. Si on est sur une annonce qui justement se veut être un peu atypique, hier on avait Murphy qui était là et qui nous expliquait que dans leur processus de recrutement, ils souhaitaient faire, au lieu de demander une lettre de motivation, ils demandaient une lettre de démotivation. Bon, typiquement, ce genre de choses, c'est atypique. Donc, n'hésitez pas à mettre en avant ce côté atypique dans votre CV. Si vous retrouvez une annonce beaucoup plus standard où il n'y a pas forcément de choses qui changent, qui sortent du commun, peut-être mettre en avant plus le côté classique. Je pense que dans les annonces, il y a déjà pas mal de codes et de choses qui permettent de situer un peu l'entreprise. Est-ce que Dorothée ou Caroline voulaient rebondir par rapport à ça? On a d'autres questions, sinon. Non, pas de professionnalisme. Ouais, d'accord. Je suis restée sur les 30 secondes. Alors, on a une question de Delphine. Est-ce que la transition n'implique pas que chaque poste, chaque rôle soit revisité, à chacun d'entre nous, dans nos rôles actuels, de mieux appréhender ces sujets et ainsi de faire évoluer les organisations grâce à une meilleure connaissance des solutions possibles pour agir? Alors, moi, je vais bien répondre. Caroline? On va commencer à répondre. Je trouve que bravo Delphine pour cette question, parce que je trouve que là, vous avez bien compris l'avenir du développement durable. C'est que le développement durable, c'est vraiment l'affaire de tous et que ça ne peut pas rester dans un bureau, une équipe. Et c'est très important, effectivement, qu'il y ait une mobilisation et que ça dépasse complètement une seule équipe. Quand je recrutais dans mon équipe, je leur disais, vous prenez l'engagement de ne pas rester plus de 5 ans. C'est un peu désagréable. Ils trouvaient ça très désagréable au début. Mais finalement, ils ont compris et je disais exactement la même chose que ce que dit Caroline. Et c'est vrai, quel que soit le secteur, c'est-à-dire que votre question, Delphine, elle montre bien que c'est un état d'esprit de transformation qu'on met dans un certain nombre de métiers. Donc aujourd'hui, la nécessité de direction de développement durable est énorme. Parce que c'est en train d'infuser et on a reçu au campus les Sherpas de l'entreprise pour l'environnement au mois de septembre et j'ai été bluffée par le niveau de compétences de directeur de développement durable, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans, je peux vous promettre. Donc il y a vraiment un impact de ce métier qui est vraiment important en ce moment. Mais ce n'est pas le seul lieu d'impact. J'espère qu'Emmanuel confirmera. Je suis tout à fait d'accord et j'ajouterais que, en fait, selon moi, aujourd'hui, les individus sont en avance sur les organisations. Et donc, du coup, les organisations, elles ont besoin d'être aidées de l'intérieur aussi par des collaborateurs qui ont compris les tenants et les aboutissants, qui sont animés de ça et qui vont pouvoir aider l'organisation à bouger. Donc oui, un grand oui d'action de l'intérieur. Si je peux rajouter quelque chose, c'est que de la transition, c'est justement de voir les liens entre les sujets économiques, sociaux et environnementaux. Et que du coup, en ça même, tout métier est impacté et doit faire bouger le fonctionnement de l'entité. On est tous concernés. C'est certain. Et ça nous ouvre. C'est beaucoup plus fatigant, mais c'est très intéressant. Alors, on a une question de Catherine. Quand on a déjà acquis des compétences, 3 ans d'expérience en conseil pour ma part, et que l'on souhaite les mettre à profit de la transition, est-ce qu'une formation est nécessaire? Alors, ce qui est un peu difficile à répondre, c'est qu'on ne sait pas quel est exactement le projet de Catherine, mais
Qu'est-ce que vous en pensez déjà de cet aspect? Est-ce qu'on peut valoriser du coup déjà l'expérience pour faire la transition sans avoir besoin de passer par la formation justement? En fait, ça dépend vraiment de d'où on vient et d'où on veut aller. Donc, en conseil, généralement, quand on a fait du conseil, potentiellement, le conseil, il peut s'appliquer à tout un tas d'autres secteurs. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'aller vers une formation. Après, il y a des personnes qui ont aussi besoin de formation pour se sentir plus légitimes. Et ensuite, c'est sûr que si l'objectif, c'est d'aller sur des thématiques RSE et que la personne n'a absolument aucune connaissance sur ces sujets, il y aura probablement besoin, oui, de passer par de la formation. Si vous voulez dire conseil en stratégie, effectivement, vous avez une pratique d'analyse du cycle de vie, d'analyse systémique qui sera intéressante dans tout nouveau métier de transition, ça c'est sûr. Si vous étiez à faire de l'audit comptable, c'est peut-être pas tout à fait la même chose. Tout à fait. Alors, on a une question de Bénédicte. Peut-on considérer qu'il y a plus de mobilité fonctionnelle aujourd'hui dans l'économie à impact qu'il y en a dans l'économie traditionnelle? Les recruteurs à impact sont-ils plus ouverts à des repositionnements métiers que les recruteurs français classiques traditionnellement frileux? Emmanuel, Emmanuel, fais-tu partie des recruteurs frileuses ou Alors, moi, j'aime mon métier notamment parce que j'aide des personnes dans leur transition. Moi, je suis convaincue que un bon recrutement, c'est pas une question de compétences, c'est une question de personne. Et j'aime dire que je suis là pour permettre les bons mariages professionnels. Donc, quand on parle de mariage, on parle pas de compétences, on parle bien d'individus. Voilà, donc. Clairement, j'ai pas une approche classique ou traditionnelle de ces sujets-là. Maintenant, est-ce que dans l'impact, les gens sont plus ouverts que dans le monde, enfin, je sais pas trop comment le qualifier. En fait, je pense que aujourd'hui, peut-être que ce qui fait que ça peut encore être un peu difficile de faire évoluer son métier, c'est que l'offre correspond pas à la demande et elle correspond pas à la demande aussi parce que, comme je le disais, les individus sont en avance sur les organisations. Et donc, c'est comment est-ce que demain, l'ensemble des entreprises seront engagées et que du coup, ce sera beaucoup plus facile de faire ces changements. Mais selon moi, il y a beaucoup de changements fonctionnels dans les entreprises classiques. Quand on parle de mobilité interne, il y a tout un tas d'entreprises qui permettent à leurs salariés de tester tout un tas de métiers. Et donc, selon moi, il n'y a pas de différence là-dessus. C'est avant tout une histoire de personnes. Caroline Dorothée, un avis? C'est parfait. Non. On a envie de rester sur ce mot-là. Personne. Moi, j'aime bien le mariage. Je pense en effet qu'il y a un aspect qui est important, c'est que même si on parle de fonction à impact et d'entreprise à impact, je pense qu'il ne faut pas, et Emmanuel l'a très bien dit en début d'intervention, généraliser sur tous les aspects. Ouais. C'est quand même quelque chose qui est important, c'est que tout dépend aussi des interlocuteurs que vous allez avoir en face. C'est un premier échange qui va pouvoir aussi permettre de savoir avec qui vous êtes en relation et qu'est-ce qu'ils peuvent offrir en termes justement d'évolution. Vous avez beaucoup d'entreprises qui restent sur, Emmanuel, je pense que tu confirmeras, mais sur on a besoin de telles compétences, on cherchera un CV avec absolument tous les éléments sur le CV. Heureusement, c'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Il y a aussi pas mal d'entreprises qui sont beaucoup plus ouvertes pour former sur certains aspects. Donc, je pense pas qu'il y ait de réponse toute faite sur ça. C'est vraiment aussi les entreprises, les RH, parce qu'il n'y a pas que les entreprises. Vous pouvez avoir différents interlocuteurs au niveau du recrutement qui feront vraiment la différence et qui s'ouvriront ou pas. En tout cas, ça reste mon avis. Une autre question qui concerne Mylène. Mylène, elle nous demande, avec 15 ans d'expérience en marketing digital, j'aimerais combiner digital, transition, impact. Certaines formations d'école, notamment en master spécialisé, sont très coûteuses, parfois plus qu'en formation initiale. Comment sont perçus ces types de formations MS par les recruteurs? Encore un peu destiné. Je vais répondre. Déjà, moi, je dirais que le premier point très positif, c'est que quand on est expert du digital, on a déjà accompagné de la transformation. Donc, même si la transformation actuelle, elle est différente de la transfo digitale, il y a des sous-jacents similaires. Et donc, ça, je pense que c'est vraiment à mettre en avant. Et ensuite,
que ce soit une formation initiale ou un master spécialisé, enfin, si le master spécialisé, il est trop cher, en fait, du coup, ça répond un peu à la question. Je pense que ce qui est très important, c'est de trouver la formation qui nous convienne. Et ensuite, c'est ce qu'on va pouvoir en faire à partir des compétences qu'on va apprendre, du réseau qu'on va pouvoir développer, qui va vraiment avoir son effet. Donc, si c'est trop coûteux, il faut passer son chemin. Très bien. Et je pense qu'on a une question qui est vraiment intéressante pour conclure cette table ronde, puisqu'on arrive déjà sur la fin. Je pense que chacun va pouvoir participer à celle-ci. C'est une question de Nounou. En cette période de crise sanitaire, lorsque certaines entreprises luttent pour leur survie, le moment est-il propice pour les entreprises pour s'engager dans le développement durable? La majorité des entreprises prendront-elles le virage de la transition? Qui veut se lancer? Pour moi, c'est une évidence. Dorothée, peut-être? Oui, je me lance, mais vous la même chose que moi. Justement, dans les moments de crise, la survie, c'est pas seulement de vivre pour demain, c'est retrouver les fondamentaux qui permettent de survivre. Et du coup, se reposer des questions pour une entreprise sur sa durabilité et pas sur sa survie. Ça me semble plus et ça, c'est effectivement en contribuant et en revoyant même tout le vivre ensemble au sein de l'entreprise, en revoyant les éléments de rémunération, de réorganisation et de raison d'être, que se retravaille vraiment une entreprise. Et je pense que les grands dirigeants aujourd'hui, les grands dirigeants au sens, pas l'ampleur de leur responsabilité, mais ceux qui nous construisent un monde de demain possible, c'est ceux qui sont là aujourd'hui. Et je préférerais travailler avec eux. Caroline? Moi, je veux croire qu'en fait, une entreprise, c'est d'abord des employés et qu'on est tous contributeurs, que l'entreprise, c'est pas quelque chose d'anonyme. Et je veux croire qu'en fait, on peut tous apporter le changement parce qu'on le veut. Et que le développement durable sera l'affaire de tous et toute entreprise parce que nous sommes constituteurs d'une entreprise. Emmanuel? Et puis, oui, moi je pense que c'est la période plus que jamais qui montre à quel point on a besoin de se transformer. Chose non négligeable, c'est que de s'ouvrir à ces sujets-là pour toute personne, quel que soit son statut dans l'organisation, et y compris les dirigeants qui vivent des périodes vraiment compliquées, c'est tellement agréable de s'ouvrir à ces sujets et de penser à faire différemment, à faire mieux en prenant soin de tout le vivant. Et du coup, je pense que ça peut vraiment être une bouffée d'air et d'espoir dans un moment où on en a bien besoin. Ouais, et puis est-ce que finalement, c'est pas le moment de le faire finalement aussi? Parce que concrètement, on est dans un monde où aujourd'hui on voit toutes les choses qui se passent, qui évoluent, les discussions. Le lancement de cette association d'essais transition Almi, c'est une considération qui devient globale et importante. Donc finalement, est-ce que c'est pas le moment pour ces entreprises, au moment d'une crise sanitaire qui peut potentiellement être aussi l'origine de choses faites par l'homme, de prendre ce virage de la transition pour se dire que on a eu une crise, on en aura sûrement d'autres, des crises sanitaires. Peut-être qu'on doit agir et faire des choses dans le sens de l'évolution pour répondre à ces enjeux environnementaux, sociétaux qui sont très importants. Et puis, je pense que Caroline est un bon exemple. Et c'est aujourd'hui, les employés ont besoin de donner du sens à leurs entreprises et on se rend bien compte aujourd'hui que celles qui feront la différence pour l'avenir, c'est celles qui auront pris le bon virage et c'est celles-ci qui auront les meilleurs talents. Et je pense qu'Emmanuel partagera, mais on parle beaucoup de guerre des talents aujourd'hui, c'est-à-dire comment attirer les meilleurs talents. Pour attirer les meilleurs talents, il faudra aussi avoir la meilleure politique de développement durable, la meilleure politique d'entreprise, et ça fera la différence aussi pour la suite. Ouais, on peut regarder le manifeste des étudiants pour un réveil écologique qui refusent du coup d'aller dans des entreprises qui ne sont pas engagées. Il y a Yann Arthus Bertrand qui vient de sortir un film Legacy qui témoigne une fois de plus à quel point on n'a plus le temps d'attendre. Donc on sait tous qu'il va falloir y aller et autant y aller maintenant plutôt que d'attendre et autant s'inscrire dans une dynamique de pionnier et positif que d'attentisme et de passivité. L'incertitude, c'est une évidence maintenant.
hein. Par contre, se dire qu'il y a des choses désirables, c'est quand même important. Oui, tout à fait. Et je voudrais partager une question qui avait été posée avec beaucoup de talent par Francis Blanche, c'est est-ce qu'il faut changer le pansement ou penser le changement? Ça a l'air anodin comme ça, mais ça permet effectivement de, je pense, se poser les bonnes questions. Certain. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que sur cet aspect formation, c'est qu'aujourd'hui, il y a des formations qui sont en place et n'hésitez pas à regarder. On en a cité quelques-unes, mais il y en a encore beaucoup d'autres. Donc, renseignez-vous. Pensez votre projet, c'est vraiment essentiel. Pensez en amont votre projet, on ne cessera trop de le dire. Il est possible de faire des changements sans formation aussi. Ça, c'est tout à fait envisageable. Beaucoup se font par le biais de l'entreprise en direct. Donc, réfléchissez à tous ces aspects. J'espère qu'on vous aura aidé, en tout cas, dans le raisonnement, dans la réflexion. Je pense que chacun d'entre nous reste disponible. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur LinkedIn ou autre pour qu'on puisse vous aider, répondre à tous ces éléments-là. Je tiens particulièrement à vous remercier toutes les trois pour votre participation, pour le temps que vous nous avez accordé en amont aussi, pour qu'on puisse préparer cette table ronde. C'était vraiment très agréable et je suis ravi d'avoir échangé avec vous sur tous ces sujets. Est-ce que vous voulez dire un petit mot pour terminer chacune d'entre vous, avant de redonner la main à Thaïs qui clôturera cette session? Moi, je veux bien remercier Guillaume Jourdon et Rémi Philippi de nous avoir permis de partager avec un grand nombre ce qu'on avait à vous dire pour vous engager. Vous avez dit qu'il n'avait pas eu de formation d'animateur. Visiblement, il n'en avait pas besoin. Donc, merci. Et merci aussi des questions. Je trouve que les questions étaient d'une qualité assez remarquable. Donc, merci beaucoup. Ouais, merci. Moi, j'étais très heureuse de pouvoir échanger avec vous tous et j'ai trouvé qu'il y avait, à la fois, ça m'a donné de l'énergie. J'ai trouvé que c'était super intéressant. Donc, merci pour votre initiative et puis merci de m'avoir permis aussi de rencontrer Caroline et Dorothée. On aura peut-être l'occasion de se recroiser. Et merci Guillaume pour cette super animation. Moi, je remercie quelqu'un à mon tour puisque c'est moi qui étais sur le devant de la scène, mais un grand merci à Rémi aussi qui nous a aidé à organiser tout ça. Donc, un grand merci à lui.